Dossier spécial sur Fréquence Évasion. À chaque instant, des sujets brûlants d'actualité, des faits de société. C'est tout de suite sur Fréquence Évasion. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, dossier spécial, nous serons en compagnie de Claire Sévrac qui vient de publier un livre, La guerre secrète contre les peuples, aux éditions Contre-Culture. À tout de suite. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Claire Sévrac, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors vous avez écrit un livre, La guerre secrète contre les peuples, aux éditions Contre-Culture. Quelles sont les principales raisons qui vous ont décidé à écrire ce livre ? C'est comme d'habitude, quand je m'aperçois qu'il y a un truc qui est anormal et qu'on continue à me dire que c'est normal, et ça m'intrigue, donc forcément je cherche. Et comme dirait Pierre Hillard, quand on cherche, on trouve. Ah, c'est sûr. Et voilà, donc je regardais le ciel comme beaucoup de gens maintenant, et franchement, il y a des jours où on peut pas nous dire que c'est un ciel normal, quoi. Alors vous abordez plusieurs thèmes, les chemtrails, la malbouffe, les vaccins, sujets dont nous avions parlé lors de notre précédente émission. Et à la page 167, vous parlez des nanoparticules dans l'environnement. Qu'avez-vous découvert ? Ça, c'est un sujet qu'on n'avait pas vraiment évoqué. En fait, il y a eu pas mal d'études qui ont été faites aux États-Unis sur les nanoparticules qu'on retrouvait dans l'environnement. Alors, il y en a effectivement dans la nourriture, il y en a aussi dans les vêtements, il y en a à peu près partout, des nanos maintenant. Mais il y en a aussi dans les vaccins. On m'a montré la preuve l'autre jour de tous les vaccins qui contenaient des nanos. Et il y en a aussi dans les épandages qu'il y a dans les chemtrails. Et voilà, donc il y a un médecin qui s'appelle Hildegard Staninger aux États-Unis qui a constitué une équipe de chercheurs de choc pour chercher quel était l'impact des nanoparticules justement sur notre santé et sur et en fait la maladie des morgelons, dont je me souviens pas si on a parlé l'autre jour, mais qui est une maladie qui est déclenchée justement avec l'exposition aux nanoparticules qui sont contenues dans les chemtrails. Alors vous parliez de la nourriture. Alors quel genre de nourriture justement, où on les retrouve ces nanoparticules ? Alors je sais qu'il y a 800, à peu près 800 aliments dans lesquels il y en a. Et puis il y a aussi surtout des compagnies dans des géants de l'agroalimentaire qui ont fait des tas d'études pour concevoir ce qu'ils appellent les nano-aliments du futur. C'est-à-dire c'est des aliments qui pourraient correspondre exactement à ce que les gens veulent et qui pourraient être changés à distance pour convenir à ce que la personne veut à un instant T. Enfin, c'est assez compliqué à expliquer comme ça, mais oui, enfin encore. Mais on pense, il y a des gens comme les Amis de la Terre ou comment ça s'appelle, Pièces et main d'œuvre, qui donnent des tas d'informations sur le sujet. D'accord. Et ces nanoparticules, est-ce qu'on peut les évacuer ? Apparemment, d'après ce que j'ai compris, non, elles s'accumulent. Elles sont, d'après le docteur Staninger, c'est plus grave que ça parce qu'elles s'auto-assemblent et elles s'auto-dupliquent à l'intérieur de notre corps. Ah bon ? Et d'après l'agence sanitaire, l'AFSET, ils sont les premiers à dire que les nanoparticules se diffusent dans les alvéoles pulmonaires, dans le sang, dans la barrière hémato-encéphalique qui protège le cerveau. Elles peuvent s'accumuler dans la peau, les tissus, le cerveau. Mais il n'y a pas un moyen de les évacuer ? Pas que je sache, non. Ça faudrait peut-être enquêter. Non, mais je pense que la personne qui est le plus à la pointe des travaux sur les nanos, je vous l'ai dit, c'est Staninger, et non, elle parle pas de moyens de s'en défaire. Elle dit justement que le problème, c'est qu'on ne peut pas s'en défaire et qu'on ne peut pas les éviter non plus parce que ça pénètre partout. Ça pénètre, c'est dans l'air qu'on respire et ça pénètre même si les maisons sont fermées. Et il y a des enfants
a des bébés qui naissent maintenant avec des nanoparticules à nœuds, donc c'est que ça franchit la barrière. Oui, alors justement, quels sont les problèmes que ça engendre? Des tonnes de problèmes. Déjà, quelque chose qui est en nous et qui peut s'auto-dupliquer et s'auto-assembler sans qu'on soit au courant. C'est déjà super grave. Et puis on sait pas finalement, on sait pas exactement quelles vont être les conséquences d'avoir ingéré ce genre de choses. Parce que par exemple, dans la maladie des morgelons, on retrouve ces mêmes nanoparticules dans les biopsies des personnes qui ont la maladie des morgelons et aussi dans les gens qui ont fait des analyses de chemtrails. Mais voilà, on en est tous au stade, peut-être il y a des gens qui en savent un peu plus, je sais pas. Alors, quel est le but justement d'utiliser ces nanoparticules? Il y en a sûrement plusieurs. Le premier, c'est que si elles s'auto-assemblent et s'auto-dupliquent à l'intérieur, ils peuvent après s'en servir pour faire passer des informations. On ne sait pas quel effet ça a sur notre ADN, certainement pas terrible. Et c'est qui ils? C'est toujours les gens qui sont les quelques familles qui sont derrière et qui tiennent tout, l'économie, qui sont le nouvel ordre mondial, ceux qui veulent instaurer le nouvel ordre mondial, dans lequel l'être humain n'aura pas grande place si l'on en croit ce qu'ils sont en train de préparer dans tous les domaines. Alors, ces fameuses personnes, eux aussi, ils ingèrent ces nanoparticules. Il va falloir faire autrement. Alors ça, évidemment, c'est ce que tout le monde pense au début. Après, on se rend compte qu'ils ont certainement des moyens. Ils ont des moyens de se protéger de beaucoup de choses. Donc, quand nous, on est au courant d'une découverte, c'est que ça fait déjà 15 ans ou 20 ans que l'armée l'a plus ou moins mise au point. Donc, c'est encore une autre enquête de savoir comment ils peuvent se sortir de plein de choses. Ils ont des moyens de chélation qu'on n'a pas. Alors, certainement qu'ils en ont pour le cancer, ils en ont pour des tas d'autres choses. Donc, pourquoi pas les nanoparticules? Et puis il y a aussi autre chose, c'est que ces gens-là, je veux dire, qui sont pour le transhumanisme, qui sont pour l'homme-machine, qui sont intimement persuadés que c'est pas nocif, enfin que même si c'est nocif, c'est un peu comme les engrais de Monsanto, quoi. C'est-à-dire que si c'est nocif, ils vont trouver une autre molécule chimique pour pallier le désordre ou le problème qu'ils ont créé avec la première. Et là, c'est pareil, je veux dire, les ingénieurs comme Kurzweil et tout ça qui sont pour le transhumanisme et l'homme-machine, ils sont vraiment pour, quoi. Ils sont persuadés que c'est le bien de l'humanité d'en passer par là, c'est-à-dire de devenir de moins en moins humain et de plus en plus machine. Oui, enfin là, ça veut dire qu'on va à l'autodestruction. De l'humain tel qu'on le connaît, oui. Si on bouge pas, si on laisse faire, oui, parce que d'un côté, ils peuvent influer sur notre ADN, ils peuvent nous faire ingérer des ADN étrangers. D'ailleurs, ce même docteur Staninger dit que les gens qui ont la maladie des morgelons, c'est parce que leur corps se rebelle contre l'ingérence de ces nanos, mais qu'en fait, on en a tous simplement. C'est juste un phénomène de rejet, mais c'est pas parce qu'on ne fait pas le phénomène de rejet qu'on n'est pas infesté par ces nanos, par exemple. Alors vous parlez également de l'indépendance alimentaire. Oui, parce que à partir du moment où ils balancent avec des épandages, où ils balancent des substances qui vont tuer les semences ou la nourriture telle qu'on la connaît, et que, en fait, moi, mon enquête est partie du fait que Monsanto avait breveté des plantes qui résistaient à l'aluminium. S'ils nous balancent des éléments qui font mourir les plantes que l'on mange normalement et que eux ont les brevets pour les plantes qui résistent aux substances qu'ils épandent, il y a un moment où on n'aura plus aucune indépendance alimentaire. C'est-à-dire qu'on n'aura même plus la possibilité de se nourrir, de choisir de se nourrir sans OGM et de façon saine, puisque si la seule chose qui pousse, c'est un peu comme le Roundup Ready avec les semences qui étaient résistantes au Roundup. C'est-à-dire que tout meurt à côté sauf la semence qui contient l'antidote. Là, ça va être pareil. Il y a des milliers de plantes qui ont été brevetées pour résister à l'aluminium. Et à mon avis, c'est parce qu'ils savent qu'ils en dépendent. Sinon, pourquoi l'aluminium? Et à partir de ce moment-là, tout le reste, déjà que les sols sont en très très mauvais état, faut regarder les travaux de Claude et Lydia Bourguignon.
les sols sont dans un état épouvantable. Donc déjà que les plantes ont du mal à pousser, si en plus on nous balance de l'aluminium du ciel, on n'a pas tellement de moyens d'échapper à la pollution. Et donc, on est coupé de, même si on veut manger organique, les nappes phréatiques sont polluées et le sol est pollué. Donc, on n'aura plus tellement le choix que de manger ce qu'ils vont nous donner à manger. Donc, ils nous coupent de notre indépendance alimentaire. Mais à certains moments, est-ce que vous croyez pas, c'est la nature, hein, la nature est ainsi faite. J'en avais parlé avec Pierre Hélard et il m'a dit, c'est pour ça que j'ai écrit le nouvel ordre mondial, Tour de Babel. Est-ce que vous ne croyez pas qu'à un moment donné, c'est la nature qui va être plus forte et qui va balayer tout ce qui ne va pas? C'est la seule chose qu'on peut espérer. Sauf que, effectivement, il y a un monsieur comme Dane Wigington, qui est un des premiers lanceurs d'alerte justement sur le phénomène des chemtrails et des épandages, qui vit à Manchester, en Californie, qui était un des coins les plus purs des États-Unis, qui dit que en faisant des épandages, plus ils font des épandages, plus la Terre est atteinte, un peu comme nos ADN, plus je suis un peu brouillon, mais par exemple, quand on nous dit qu'on peut manger tel produit, c'est pas grave parce qu'il n'y a que 0,0 grammes de polluants. Mais si on en mange 10 dans la journée, c'est multiplié par 10 de sources différentes. Et par exemple, Madame Beljanski explique ça très bien dans ses conférences, comment notre ADN, s'il est un petit peu touché, c'est pas grave, mais les sources qui le polluent s'additionnent. Oui. Elles sont pas comme ça. Donc au bout d'un moment, à force de détruire les brins de notre ADN, on développe des maladies, dont des cancers. Et c'est pareil pour la Terre, c'est-à-dire que la Terre, au fur et à mesure qu'on lui balance des tonnes et des tonnes de sulfate, de soufre, je veux dire, c'est le mot français, dessus de l'aluminium, etc., elle finit par créer des phénomènes propres, comme le méthane au fond des océans, comme voilà, et ces phénomènes propres, enfin ces phénomènes ont une vie propre après, qui continue, quel que soit, même si on commence la chélation de la Terre, même si la Terre a un pouvoir de résilience extraordinaire, faudrait tout arrêter maintenant pour que la Terre arrive à s'en sortir. Est-ce que la Terre, justement, n'est pas dotée d'un système de sécurité, un petit peu comme chez nous, finalement, et que, justement, elle va pas réagir, et peut-être qu'elle est en train même de réagir. Mais je pense qu'elle réagit beaucoup, simplement c'est constant et ça fait des années, quoi. On ne sait même pas, même eux ne le savent pas, même les apprentis sorciers qui travaillent là-dessus n'ont aucune, quand on lit leurs interviews, quand on regarde leurs vidéos, ou même quand on leur parle au téléphone, ils ont aucune idée de ce que ça va devenir. Ils sont simplement, nous on est confiants dans le pouvoir de résilience de la Terre, eux ils sont confiants dans le pouvoir de la chimie et de l'industrie. C'est-à-dire qu'ils pensent que s'ils créent un phénomène terrible, c'est pas grave, ils vont faire autre chose. Quand on dit à David Case, mais 20 000 tonnes de soufre dans l'atmosphère, comment voulez-vous que la Terre... Mais lui, il trouve ça très bien. Lui, il répond, mais 20 000 tonnes, ok, mais si on en met tous les ans, on n'aura plus de problème de CO2. Ouais, évidemment. Et ils veulent pas arrêter la pollution, contrairement à ce qu'on nous dit, parce que ces industriels-là qui polluent ne veulent pas arrêter la pollution, c'est leur gagne-pain. Donc ils continuent, c'est pour ça que Al Gore a fait une bourse au carbone. C'est-à-dire que plus le carbone sera interdit par les gouvernements ou sera limité par les gouvernements, il appelle ça cap and trade, plafonné et dealé derrière. Parce que plus une substance est rare, plus elle vaut cher. Et qui va avoir l'argent pour se payer quelque chose de très cher? C'est toujours les mêmes. C'est-à-dire que c'est pas nous qui allons changer grand-chose à la pollution. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut s'en foutre, il faut respecter la Terre et essayer de faire le moins de pollution possible à notre niveau. Mais eux, il faudrait qu'ils arrêtent de nous prendre, vraiment de nous dire que c'est nous les coupables et de continuer à polluer à tout va. Parce que eux font leur chou gras là-dessus. C'est-à-dire plus ils polluent, plus ils ont des bons carbones, et plus ils ont des bons carbones, plus c'est des autorisations de polluer en fait. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.
Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est toujours dossier spécial. Nous sommes toujours en compagnie de Claire Sévrac qui a publié un livre, La guerre secrète contre les peuples, aux éditions Contre-Culture. Alors vous évoquez également la Troisième Guerre mondiale et vous dites que la Troisième Guerre mondiale est-elle météorologique? Oui. Oui, c'est-à-dire Oui, parce que la première, les conséquences des épandages, alors c'est couplé aussi, c'est pas les épandages tout seul, mais les épandages avec le système HARP, ça donne une puissance extraordinaire, et c'est Zbigniew Brzezinski, qui était l'éminence grise de tous les présidents américains, qui est toujours le conseiller d'Obama, a écrit en 70 un livre qui s'appelle Between Two Ages, l'ère de la tectonique, et il explique, il écrit noir sur blanc que le climat va devenir l'arme absolue pour les États-Unis et que ça va permettre d'abord c'est une arme économique, c'est-à-dire que s'ils ont un concurrent par exemple en bourse je sais pas, ça peut être les vins, ça peut être le fourrage, ça peut être des céréales. On sait comment ils jouent en bourse sur le cours des céréales, sur le cours du lait, s'ils font une bonne petite tempête bien à propos sur l'endroit qui est en concurrence avec eux, ils ont plus de problème. Et ça c'est la guerre économique. Ensuite il y a la guerre climatique qui fait que je voudrais trouver l'extrait. Un des extraits du livre de Zbigniew Brzezinski, parce que c'est très, il le disait en 70, que ça permettrait de mettre la pression sur les États qui pourraient être contre les intérêts des États-Unis. Et donc, effectivement, si on menace un État de lui faire un tremblement de terre ou un tsunami, ou même si on lui en fait un, en général, ça calme les autres en face, parce que du coup, ils ont d'autres problèmes que... Oui, bien sûr. Voilà. Et puis bon, des fois ils préfèrent se taire que. Il y a eu tout un tas de papiers là-dessus sur les tempêtes de 99 qui, paraît-il, auraient été faites parce que la France était contre le traité de l'AMI à l'époque et aussi contre l'entrée des OGM sur le territoire. Et en fait, quand on regarde ça, c'était fin décembre 99. Et en fait, début janvier 2000, on s'aperçoit que, effectivement, Monsieur Jospin, qui était Premier ministre à l'époque, a commencé à dire que c'était pas à l'État de se mêler de ce que faisaient les entreprises privées, qui a autorisé les OGM à entrer sur le territoire pour la recherche, mais qui n'est pas revenu sur le traité de l'AMI, mais qui a dit que la prochaine fois que les négociations reprendraient, la France ne s'en mêlerait pas, quoi. Enfin, ce serait le commissaire européen qui gérerait tout pour nous. C'est ce qui est une des explications au fait qu'on n'a rien à dire sur TAFTA. Enfin, on ne nous tient pas au courant, quoi. Et justement, lors de vos enquêtes, est-ce que vous avez trouvé des documents justement qui laissaient supposer que tout ça était la réalité? Ah ben oui, parce que sinon je l'écrirais pas. C'est pas, je veux dire, c'est pas une vue de l'esprit. Par exemple, voilà, Zbigniew Brzezinski, il cite avant 2018, la technologie mettra à la disposition des nations majeures des techniques pour conduire des guerres secrètes dont seulement un minimum des forces de sécurité aura besoin d'être au courant. Une nation peut attaquer une nation concurrente secrètement par des moyens bactériologiques, affaiblissant entièrement la population avant d'en prendre le contrôle avec ses forces armées. Ou bien des techniques de modification du climat pourraient être employées pour produire des périodes prolongées de sécheresse ou d'inondation, affaiblissant ainsi les capacités d'une nation et la forçant à accepter les demandes de sa rivale. C'est clair, non? Oui, absolument. Et c'est pas un monsieur qui fait de la science-fiction, c'est... Je veux dire, Zbigniew Brzezinski, tout le monde sait que tout ce qu'il a dit, c'est toujours passé, quoi. Alors, vous avez un chapitre où vous parlez très longuement, justement, de HARP. Vous pouvez nous expliquer pour les personnes qui ne seraient pas encore au courant, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas encore au courant du projet qui, visiblement, n'est plus un projet, d'HARP en tout cas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne? Alors HARP, déjà il y a plusieurs HARP. Celui, quand on parle de HARP, c'est celui qui est en Alaska, c'est-à-dire c'est la plateforme qui est en Alaska où il y a 180 antennes qui envoient une puissance terrible. En fait, ça envoie des ondes haute fréquence
dans l'ionosphère et ça fait comme un écran et ça redescend sur nous en micro-ondes et ça sert à scanner la Terre, les océans et nous par la même occasion puisqu'on est en dessous. Et donc couplé aux épandages, c'est-à-dire que par exemple les épandages, quand ils épandent des particules d'aluminium, ils disent que c'est pour que les rayons du soleil se reflètent dessus et repartent vers l'atmosphère sans toucher la Terre pour soi-disant refroidir. Ce qui est probablement pas vrai. Mais par contre, quand ils épandent du barium, le barium est conducteur, donc ça permet aux particules de barium qui sont mises dans l'atmosphère par les épandages d'être conductrices entre les divers systèmes HAARP qu'il y a dans le monde. Il y en a un en Nouvelle-Zélande, il y en a un en Russie, il y en a en Sicile, un énorme qui est en train de se monter en Sicile, qui fait vraiment peur à tout le monde. Et donc voilà, et HAARP, c'est dans le brevet de HAARP, c'est marqué pareil noir sur blanc que HAARP est capable de faire des tremblements de terre, des tempêtes, des ouragans, des inondations. Et quand on regarde les grosses catastrophes atmosphériques, on se rend bien compte que c'est pas naturel. Enfin, je veux dire, depuis quand la France est un pays de cyclones tropicaux? Et justement, par exemple, la tempête de 99, on a dit que c'était un cyclone tropical, mais quand on regarde, un cyclone tropical ne peut se former que sur une mer chaude, et il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Or, celui-là, déjà, c'était le 29 décembre, donc apparemment la mer était pas chaude, et il tournait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et tout, comme par hasard, tous les relevés de HAARP et de tous les systèmes de sécurité mondiaux étaient le 23, il y a un trou dans tous les systèmes. Impossible de voir ce qui s'est passé ce jour-là. Alors évidemment, tout ça, ce sont des coïncidences, probablement. Vous parlez également de l'avenir de l'homme. Alors il y a des sujets plus que préoccupants sur cette planète, sans vouloir tomber dans le catastrophisme. Pour autant, il y a des solutions à tout. Comment voyez-vous l'avenir de l'humanité et surtout, quelles sont les solutions pour s'en sortir? Il y a bien quelque chose à faire. Ah bah déjà, je le dis et je le redis, j'arrête pas de le redire, il faudrait déjà que les gens se réveillent. Se réveiller, ça veut dire ne pas seulement partager sur Facebook en se disant « Oh purée, j'ai une super info là que personne n'a parce que je veux dire, moi le nombre de gens qui viennent me voir et qui me disent « Oui, mais vous pouvez parce que vous avez le temps. » Non, j'en fais ma priorité. Ou moi, je peux pas parce que j'ai besoin de gagner ma vie, mais moi aussi je mange, moi aussi j'ai un loyer. Enfin, je veux dire, tout dépend de là où on met ses priorités. Et je pense que dans l'état où est la planète en ce moment, il est gravement temps que ça devienne notre priorité. Alors, quels seraient les systèmes que les gens, les citoyens pourraient mettre en place? Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que sur les réseaux sociaux... Mais je pense déjà que ça, ce qu'ils nous font est c'est contre notre Constitution, c'est contre l'article 3 de notre Constitution où on a le droit à la sécurité, à la liberté et à la vie. Donc déjà ça, c'est contre notre Constitution, c'est contre les accords de Nuremberg qui dit qu'on ne doit rien faire sur une personne sans son consentement libre et éclairé. Qu'est-ce qu'on attend pour aller réclamer des comptes? Alors le CNT, il y a le CNT qui s'est mis en place ici chez nous en France, qui voudrait justement changer cette constitution pour l'améliorer, bien entendu, pour qu'elle soit écrite par les citoyens, par les Français. Visiblement, bon, je voudrais pas dire, mais pas être négatif, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui suivent le CNT. Il y a aussi Colin Serrault, fut un temps, qui appelait au boycott de certains produits. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Comment se fait-il que les personnes ne réagissent pas? Que les gens ne réagissent pas, ça j'en sais rien. Vraiment, je me demande qu'est-ce qu'on peut faire de plus grave que d'empoisonner nos enfants et la terre mère. Qu'est-ce qu'on peut, en plus de nous prendre nos libertés, parce que ça, même la liberté d'expression est en danger dans notre pays en ce moment. Et en plus la liberté de se nourrir comme on veut, de se soigner comme on veut. Je veux dire, Nicole de Lépine se bat comme une folle pour essayer de faire comprendre ça aux gens. C'est pareil. Je sais pas, franchement, moi je trouve ça horrible de se dire que peut-être nos enfants n'auront pas la liberté de choisir comment ils veulent être soignés, comment ils veulent vivre, ce qu'ils veulent manger. Je veux dire, quand ils veulent procréer, parce que le problème il est là aussi,
C'est-à-dire que bientôt on va nous dire, voilà, tu manges telle pilule et si tu veux un enfant, tu vas l'acheter et tu as le choix entre le numéro 1 et le numéro 2, point barre. Enfin, quand même, je veux dire, tout ce qui se passe en ce moment, les pesticides, les ondes, rendent les gens stériles. D'un autre côté, tous les essais qu'on voit, c'est pas fait pour faire avancer la recherche qui nous soigne. Enfin, dans certains cas, oui, en chirurgie, oui, mais pas autrement. Et par contre, ils sont en train de faire des essais sur l'utérus artificiel, sur la GPA, enfin, des études pour approfondir là-dessus, c'est-à-dire pour couper la procréation humaine, pour la couper du ventre des femmes, pour la sortir du ventre des femmes, pour faire des enfants sur des étagères avec des cerveaux greffés sur des computers. Enfin, je veux dire que les gens lisent, se renseignent. Ça n'est pas de la science-fiction. Je veux dire, ce sont les études qui sont en cours. Alors on a l'impression qu'il y a deux mondes. Il y a beaucoup de gens quand même sur les réseaux sociaux, en règle générale, qui ont pris conscience, qui savent ce qui se passe, qui travaillent même, qui essayent de faire des choses, mais c'est toujours assez limité. Disons qu'il n'y a pas de connexion vraiment entre les gens pour faire bloc, pour essayer de vraiment faire changer les choses. Ben oui, mais j'ai pas la réponse. Je veux dire, je crois que si chacun faisait quelque chose déjà séparément, il y a beaucoup de gens qui viennent et qui disent, moi je voudrais faire quelque chose, mais je peux pas parce que je suis pas connu. Mais en fait, il faut déjà faire quelque chose pour arriver à faire connaître. Pour faire connaître quelque chose, il faut avoir quelque chose à donner, à montrer. Je sais pas quoi. Je pense qu'on est dans une civilisation où aussi, ça c'est merci la télé-réalité, c'est-à-dire les gens veulent plus être Marie Curie ou le meilleur danseur du monde ou le meilleur musicien du monde, ou ils veulent juste être le plus connu. Mais c'est creux derrière, c'est vide, c'est pour ça qu'on n'arrive à rien. Alors vous donnez des conférences, et quand vous êtes en conférence, est-ce qu'après la conférence vous avez des échanges avec les personnes qui se trouvent dans la salle? Ben oui, bien sûr. Et oui. alors comment réagissent-ils? Sur le moment, après, je suis pas tout le monde. Il y en a avec qui je reste en contact, d'autres qui restent pas en contact. Il y en a, enfin, en général, ceux qui viennent aux conférences sont déjà des gens qui sont conscients de ce qui se passe ou alors il y en a 2-3 qui ont été traînés là, qui sont au courant de rien, pour qui c'est très dur. Oui, c'est sûr. Mais je sais pas, je pense que c'est très difficile d'arriver à s'unir et d'arriver à... Je sais pas ce qu'il faut faire. Faudrait qu'il y ait une force, faudrait qu'il y ait leur fameux cheval de Troie dont on parle tant quand ils enfoncent nos lignes, faire la même chose pour refuser ce qui se passe. C'est certain, oui. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que vous souhaiteriez ajouter, peut-être un sujet dont on n'aurait pas parlé, qui vous tient à cœur? En fait, je sais pas. J'ai tellement souffert pour l'écrire que je suis un peu en vacances là. Ça fait du bien les vacances. Vous avez des projets? Non, j'ai des projets de conférences, mais les conférences, ça me fait plaisir. Donc c'est simplement que je pense qu'il faut vraiment qu'on trouve un moyen, qu'on se parle et qu'on trouve un moyen tous d'avancer, parce qu'on en est tous au même... enfin, je veux dire, que ce soit Pierre Hillard, que ce soit... quel que soit le domaine dans lequel on enquête, on est tous d'accord sur ce qui se passe et ce qui est en train de se passer et comment... et vers où on nous amène. On le voit bien, quoi. On voit bien que tout est lié, que ce soit dans le domaine politique ou dans le domaine... du climat ou enfin il y a les travaux de Barry Trower qui sont extrêmement importants où il explique, c'est un ancien spécialiste des radars dans l'armée anglaise et puis la CIA, et qui explique que vraiment mettre le Wi-Fi dans les écoles maternelles, les gens qui font ça devraient même pas avoir le droit de fouler le sol de la planète, c'est sa propre expression, et qui démontre par A plus B combien les micro-ondes, enfin les ondes, les téléphones portables et le Wi-Fi sont extrêmement dangereux pour nos enfants. Est-ce que vous souhaiteriez adresser un message aux auditeurs? Oui, mais rien de plus que ce que j'ai dit. Je voudrais tellement qu'on se rebelle, quoi, qu'on n'accepte pas ce qui nous arrive n'est pas une fatalité. Encore une fois, c'est pas l'histoire n'est jamais écrite. Ouais. C'est nous qui l'écrivons, l'histoire. Et Orwell disait qu'un peuple qui élit des politiques corrompus n'est pas victime, il est complice.
Et aussi, je cite une phrase de Martin Luther King qui dit « Le moment viendra où le silence sera trahison ». Je pense qu'on est à un moment charnière, on est probablement la génération charnière qui va déterminer le futur de la vie sur cette planète. Et que si les gens ne prennent pas conscience que tout est fait pour nous mettre dans un espèce d'entonnoir et nous amener à être des sous-êtres qui vont obéir et qui n'auront pas leur mot à dire sur rien, et je crois que c'est le moment de ne pas manquer de courage, et de ne pas accepter ce système de destruction. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé de subir. Non, on n'est pas obligé de subir. Et je pense qu'on est un tout petit moment sur cette terre, chacun, mais que on peut pas se dire ouais bon, mais j'y vais pas ou je fais pas parce que d'autres iront. Non, parce que chacun, on a un tout petit moment sur cette terre et un tout petit impact, mais il est éternel. Je veux dire, c'est chaque fois des petits groupes de gens qui ont changé le monde. C'est vrai. Alors on peut vous retrouver sur Internet, vous avez un site, on va rappeler l'adresse du site Internet. C'est claireséverac-rebellion.com. Et qu'est-ce que l'on peut trouver sur ce site? Tous les articles que je poste quand j'ai le temps, que je mets aussi sur mes pages Facebook et sur le site. Il y a un forum? Oui, j'ai une alerte quand il y a un truc important sur lequel je peux répondre. Sinon, des fois, je prends pas part aux conversations tout le temps, quoi. Oui, je me doute. Merci Claire Séverac et à très bientôt en tout cas. Et bon courage. Merci à vous. Et puis, comme on dit en anglais, chin up, le menton en l'air, debout. Oui. On va essayer de s'y employer. Bon, je vous embrasse tous. Merci, à bientôt. À bientôt. Fréquence Évasion.